Ils ont commencé comme des curiosités, de petits nuisibles volants capables de causer quelques dégâts mineurs, mais qui de toute évidence n'auraient aucun impact sur la guerre en Ukraine. Mais les temps ont changé. Les drones aussi ont changé. De curiosité à éléments essentiels, les drones ukrainiens sont désormais devenus l'arme la plus importante dont le pays dispose pour se défendre contre la Russie. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans l'unité de drones qui a fait de la traque de la Russie une opération à la McDonald's, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'unité de drones s'appelle le groupe Lazare, et ce groupe a une histoire étonnamment étrange. Le 16 janvier, le Wall Street Journal a eu le privilège d'être l'un des rares médias occidentaux que le groupe Lazare a autorisé à entrer dans son domaine. Dans un bunker secret, des dizaines d'opérateurs de drones ukrainiens se relaient pour empêcher les forces russes d'échapper à ces menaces volantes qui entravent les efforts d'invasion de Poutine. C'est une opération, 24 et 7 jours sur 7, d'une efficacité redoutable qui a été construite sur un modèle à la McDonald's, où chaque personne dans le bunker a un rôle précis, et où tous œuvrent vers un objectif unique. Pour McDonald's, c'est vendre des hamburgers. Pour l'Ukraine, c'est envoyer toujours plus de soldats russes dans le hachoir à viande. Les résultats du groupe Lazare ont été impressionnants, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo. Cependant, les premiers jours de cette unité étaient bien différents de ce que l'on pourrait attendre d'un groupe qui est devenu l'une des composantes les plus importantes de l'armée ukrainienne. Le groupe Lazare n'a pas été créé par un génie technique ni par des membres de l'armée ukrainienne. En réalité, le groupe est né de l'idée de quelqu'un que l'on n'aurait jamais imaginé à la tête de l'une des unités les plus efficaces d'Ukraine, Pavlo Yelizarov. Ancien producteur télé devenu acteur influent dans l'armée. Cette évolution n'est peut-être pas aussi surprenante qu'elle le semble. Après tout, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était connu comme un comédien sans expérience politique, qui est devenu le visage courageux d'un pays tout entier luttant contre l'agression de Poutine. Loin d'être un cas isolé, Forbes a rapporté en octobre que Yelizarov a fondé l'une des nombreuses structures efficaces créées par des civils pour aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. L'ancien producteur de télévision, qui travaillait sur une émission justement appelée Liberté d'expression, a pris sa grande décision lorsque l'invasion russe a frappé sa maison à Pachesk, au centre de Kiev. Alors que des explosions secouaient le sol près de chez lui, Yelizarov comprit qu'une guerre qu'il pensait impossible venait d'éclater. Il est resté scotché aux informations télévisées, suivant chaque minute de l'invasion jusqu'à ce qu'il ressente enfin le besoin d'agir. Décrocher le téléphone fut la première grande contribution de Yelizarov à l'effort de guerre. Il a appelé l'ancien ministre ukrainien de la Défense, Alexei Reznikov, sans s'attendre à obtenir une réponse, mais Reznikov a décroché. Peu après l'appel, le producteur de télévision a rejoint le 126e bataillon de défense territoriale ukrainien, chargé de défendre le district de Darnitsia contre l'invasion russe. Armé de son AK-47, Yelizarov a commencé à organiser personnes et ressources. Il a établi des points de contrôle, récupéré du matériel et restauré le QG du bataillon installé dans une maternelle. C'est sans doute à ce moment qu'Yelizarov a compris qu'il pouvait faire plus. Le producteur de télévision avait l'équivalent de 1,1 million de dollars en liquide. Il a dépensé plus de 400 000 dollars de cette somme au cours du premier mois environ comme membre de la défense territoriale. Début avril, les combats à Kiev avaient cessé, et Yelizarov a eu la chance de ne pas avoir connu les combats durant les premières semaines de la guerre. L'Ukraine a aussi eu de la chance. Ensuite, l'ancien producteur de télévision a visité une nouvelle unité des forces d'opération spéciales ukrainiennes, les Loups Blancs, à Zaporizhia. Cette unité a été la première à montrer à Yelizarov l'usage des drones au combat. Une nouvelle idée a germé, et elle allait devenir la graine à partir de laquelle le groupe Lazare était né. Le Wall Street Journal rapporte qu'Yelizarov a acheté un drone agricole à des contrebandiers, qui l'utilisaient pour passer des cigarettes par-dessus la frontière. Nous avons fixé un obus de mortier de 120 000 ans dessus. Lors du première utilisation, raconte Yelizarov aux médias, nous étions ravis. Le Wall Street Journal diffuse ce qui semble être la vidéo de cette première utilisation, filmée par le drone. Survolant sa cible, le drone équipé du mortier la verrouille. « Frappe-le !» vient l'ordre. Le mortier tombe, la cible explose, et en un instant, Yelizarov a dû réaliser que l'Ukraine avait entre ses mains une arme peu coûteuse et extrêmement efficace. Avant l'été 2022, le groupe Lazare, dans sa toute première forme, avait été créé. Dans un garage d'un opérateur de drone de la nouvelle unité, Yelizarov a utilisé les 680 000 dollars restants de sa cagnotte pour acheter en Chine des pièces détachées, permettant à son équipe de commencer à assembler des drones. Avec le nouveau drone, Yelizarov a offert son terminal Starlink pour son premier vol. Le drone a été détruit.
Mais le producteur savait que son idée valait la peine d'être développée. D'autres innovations et une croissance ont suivi. L'un des contacts civils d'Yelizarov, nommé Mustafa Nayem, qui était alors vice-ministre ukrainien de l'infrastructure, a fourni au nouveau groupe Lazar 4 nouveaux terminaux Starlink. Le groupe d'Yelizarov a également commencé à expérimenter avec leurs drones, et une avancée majeure est survenue lorsque le groupe a commencé à installer 12,5 packs de batteries dans des drones qui n'en utilisaient auparavant que 2. Je ne comprenais pas pourquoi un drone devait fonctionner seulement 30 à 60 minutes par mission, dit Yelizarov. Un pack de batterie coûtait $1 300, donc en ajouter représentait $20 000 de plus par drone. C'était cher, mais l'investissement a payé, dit Yelizarov à Forbes. Avec ce drone, un pilote pouvait toucher 16 équipements en une nuit au lieu de 2. Le travail a continué, et à mesure que le groupe Lazar grandissait, le concept d'un McDonald's pour drones a pris son envol. Je suis paresseux, je n'aime pas travailler, plaisantait Yelizarov à Forbes sur son style de gestion. L'ancien producteur de télévision pensait que sa principale tâche, après son gros investissement, était de former la bonne équipe pour transformer la destruction par drone du groupe Lazar en machine bien huilée. C'est comme ça que fonctionne McDonald's. Le manager s'occupe de la supervision quotidienne, tandis que l'équipe qui l'embauche fait tourner l'entreprise comme une horloge. Pour Yelizarov, la bonne équipe se compose quasi uniquement de civils, rompant ainsi avec ce que la plupart considéreraient comme la tradition militaire. 98% des membres du groupe étaient d'anciens civils, comme Nalaya, auparavant responsable d'un service administratif dans une entreprise ordinaire avant de rejoindre le groupe Lazar. Yelizarov a aussi créé une équipe de renseignement au sein du groupe Lazar, chargée de décider de la distribution des drones et munitions aux opérateurs. Cette équipe n'est pas issue des services de renseignement ukrainiens, mais regroupe des analystes financiers qui exploitent leur expertise des flux monétaires pour garantir l'arrivée des drones au bon endroit. Le groupe Lazar comptait 30 pilotes en octobre 2025. Yelizarov prévoit de tripler ce nombre. Bien que peu conventionnel, le groupe Lazar a atteint des sommets grâce à un dirigeant qui ne l'isole pas de l'armée ukrainienne. D'anciens civils opèrent dans le bunker, mais le groupe d'Yelizarov a rejoint la garde nationale d'Ukraine, devenant l'une des premières unités officielles de drones de l'armée ukrainienne. On pourrait pardonner à Yelizarov de se reposer après avoir tant fait pour l'Ukraine, mais ce n'est pas le style de cet ex-producteur télé. Bien qu'il plaisante sur son manque de volonté à travailler dur, il est un des cerveaux du concept de l'armée de drones en Ukraine, et soutient cette idée notamment en impliquant le groupe Lazar dans une initiative récompensant les opérateurs pour avoir tué des soldats russes. Le Télégraphe a rapporté ce concept le 25 janvier, révélant que les opérateurs reçoivent 12 points pour avoir tué un occupant russe, 100 pour avoir détruit un hélicoptère et 120 s'ils prennent un otage à l'aide de leur drone. Ces points peuvent être dépensés pour du nouvel équipement de drones via la plateforme Brave One de l'Ukraine, créant ainsi un cycle de gamification qui n'est qu'un exemple de plus de la manière dont l'Ukraine a misé sur l'innovation plutôt que sur la puissance de feu pour se défendre contre la Russie. Un membre du groupe Lazar, sous l'indicatif Phoenix, a confié au Télégraphe « C'est une compétition entre unités, chacun veut être au sommet ». Aussi étrange que cela paraisse, l'unité de Phoenix est classée 4e à l'initiative en 2025 et veut clairement progresser en faisant plus de victimes avec ses drones en 2026. Aujourd'hui, le groupe Lazar a affiné ses opérations jusqu'à en faire une véritable science. Starlink assure la communication avec les centres de contrôle en Ukraine, permettant aux drones de l'unité de parcourir de grandes distances à basse altitude pour éviter la défense aérienne russe. Les équipes au sol travaillent avec un pilote de drone et un navigateur au centre de contrôle. Les équipes au sol fournissent des renseignements aux pilotes de drone et aux navigateurs, qui mènent des centaines de missions chaque nuit. C'est une efficacité dont même McDonald's serait jaloux, et les résultats sont indéniables. Yelizarov fournit lui-même les chiffres bruts au Wall Street Journal. Les registres précis de son groupe, reçus quotidiennement, permettent d'enregistrer exactement les actions des opérateurs de drones de Lazar. Au 16 janvier, 2096 chars russes ont été détruits par les drones du groupe Lazar, affirme Yelizarov. Grâce à cette seule unité de drones, 3150 véhicules blindés russes ne sont plus que des carcasses calcinées sur le champ de bataille. Et le groupe Lazar continue. 765 unités d'artillerie automotrice russes ont croisé la route des drones Lazar. Environ 5500 camions de transport ont découvert que la menace aérienne qui rôde la nuit est tout aussi prompte à les cibler que de détruire les blindés russes. Ajoutez tout cela au reste du matériel que le groupe Lazar a détruit avec ses drones et vous obtenez un chiffre énorme. 24 000 unités d'équipement.
Au-delà du coût pour la Russie en matériel qu'elle comptait utiliser aussi bien pour les assauts contre les défenses ukrainiennes que pour la logistique à l'intérieur de l'Ukraine occupée, les efforts du groupe Lazar ont aussi indirectement retiré des milliards de dollars du fonds d'invasion de Poutine, de Nord-Ossétie. Selon un rapport d'Army Inform du 18 janvier, le groupe Lazar a réussi à détruire pour plus de 15 milliards de dollars de matériel russe depuis que Poutine a lancé son invasion à grande échelle en février 2022. Ce chiffre ne vient pas de Yelazarov lui-même, c'est plutôt le porte-parole de la garde nationale ukrainienne, Ruslan Mouzitchouk, qui a révélé à quel point le groupe Lazar a été efficace. Nous développons des unités de drones, et le groupe Lazar est parmi les plus performants, en Ukraine. Depuis l'invasion, ils ont détruit pour plus de 15 milliards de dollars de matériel, selon Mouzitchouk. D'autres suivront, c'est déjà en cours. Le jour où Mouzitchouk a évoqué les 15 milliards de dollars Defense Express, a annoncé que les opérateurs de drones du groupe avaient neutralisé 13 équipements russes dans le secteur de Liman en Ukraine, où agit le 3e corps d'armée ukrainien. En travaillant en tandem avec ce corps, le groupe Lazar a réussi à détruire un camion-citerne, une paire de camions de transport et 10 véhicules blindés de combat. Passons au 2 février, et le groupe était de retour à l'action. Cette fois, le groupe Lazar a réussi à neutraliser un système lance-flammes lourd appelé TOS-1A Soltsepiok, qui se trouvait dans la région de Belgorod en Russie. 4 drones FPV précis ont suffi. Le lance-flammes est désormais détruit. Ces équipements détruits sont des victoires pour Yelazarov et le groupe Lazar. Il affirme au Wall Street Journal faire tout son possible pour aider les membres de l'OTAN à développer des capacités similaires. Avant de discuter cette affirmation, précisons ce qu'est vraiment le groupe Lazar. Ce n'est pas une unité civile qui aide simplement pendant que l'armée ukrainienne fait le gros du travail. Le groupe Lazar a changé le visage de la guerre, faisant passer les drones du statut d'armes expérimentales à celui d'atout indispensable. L'innovation, tant dans l'esprit que l'équipement, qui a fait du groupe Lazar ce qu'il est, demeure forte en Ukraine. Les drones ont changé la guerre à jamais, au point que leur existence a eu un impact énorme non seulement sur la stratégie, mais aussi sur les aspects psychologiques de la guerre. Quiconque a vu des images d'un drone FPV ukrainien foncer sur un soldat russe pourra vous le confirmer. Alors qu'avant l'invasion de Poutine, les soldats devaient principalement s'inquiéter de l'artillerie, des mortiers et de ce qui était considéré comme du matériel plus avancé, comme les avions et les missiles qu'ils transportent. Ce sont désormais les drones qui représentent la menace constante. Tout soldat russe ou ukrainien en terrain semi-ouvert sait désormais qu'un drone de reconnaissance peut le survoler. Un drone FPV peut être en route. Des zones auparavant considérées comme relativement sûres sont désormais des pièges mortels. Comme l'a formulé le National Interest en juin 2025. Petits quadricoptères très maniables pilotés par des opérateurs portant des lunettes VR, les drones kamikazes se sont révélés peu coûteux et très efficaces pour infliger des frappes furtives, précises et psychologiquement dévastatrices, obligeant les soldats à scruter en permanence le ciel à la recherche de ces minuscules envahisseurs. Le fardeau mental doit être immense. Les innovations affluent. Les drones ukrainiens n'opèrent plus seulement dans les airs, ils détruisent aussi des cibles en mer. L'Ukraine, bien que disposant d'une marine limitée, a détruit environ un tiers de la flotte russe en mer Noire, dont de nombreux navires touchés par des drones. L'Ukraine a infiltré des drones en Russie, comme lors de l'opération Toile d'araignée, pour attaquer bases aériennes et avions russes. Et 2025 a été l'année décisive pour les drones longue portée de l'Ukraine, qui devraient coûter à la Russie 74,1 milliards de dollars, soit un peu plus de 4% du produit intérieur brut du pays, rien qu'entre janvier et août. Dans un cas, un drone a même réussi à larguer un vélo électrique à un soldat ukrainien blessé, qui a ensuite utilisé le vélo pour s'éloigner du danger. Le groupe Lazar ne crée pas toutes ces innovations, mais vise surtout à détruire un maximum de forces russes en Ukraine. Mais Yelizarov fait partie de ceux qui ont jeté les bases de ce qui est devenu la nouvelle façon de faire la guerre. Il n'est donc pas étonnant que la Russie et l'Ukraine soient toutes deux engagées dans une course pour fabriquer plus de drones et des drones de meilleure qualité. Chaque fois qu'un camp propose un nouveau concept, l'autre répond avec le sien. Un duel mortel et technologique est en cours, et l'Ukraine semble garder une longueur d'avance. En novembre, Forbes a rapporté que la Russie tentait de transformer sa stratégie en matière de drones, en mettant l'accent sur les drones réutilisables, plutôt que sur les drones kamikazes que les deux camps utilisent sur le champ de bataille ukrainien. L'armée russe a diffusé des images de ce qu'elle présente comme des drones intercepteurs réutilisables, prétendant qu'ils stoppent les drones ukrainiens, longue portée avec des méthodes absurdes comme lâcher une boîte de ragoût. La légitimité de ces affirmations est débattue, surtout venant de la Russie. L'Ukraine a toutefois répondu en améliorant l'efficacité de ses drones de première ligne.
Aujourd'hui, ces drones éliminent les soldats russes presque aussi vite que Poutine en recrute de nouveaux pour le combat. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Siersky, a déclaré en janvier que rien qu'en décembre, les drones avaient causé 33 000 pertes russes, confirmées, à un moment où la Russie recrutait environ 36 000 soldats par mois. La course aux drones est une compétition que l'Ukraine et la Russie sont toutes deux déterminées à gagner. Ceci nous ramène à Yelazarov et ses commentaires sur l'OTAN. Alors que l'Ukraine et la Russie sont engagées dans cette nouvelle forme de guerre, les membres de l'OTAN, en particulier ceux d'Europe, sont loin derrière. L'Europe a déjà perdu 2 ans de préparation à une vraie guerre, déclare Yelazarov au Wall Street Journal au sujet de son souhait d'étendre les activités du groupe Lazare à l'échelle mondiale. Ce ne sont que des paroles creuses comme « les drones sont bien », sans aucun fondement dans les ministères de la Défense européens. Cela dénonce la mauvaise préparation collective de l'Europe à une guerre de drones, comme en Ukraine. Ce n'est cependant pas totalement faux. Il y a eu de nombreuses discussions sur les drones en Europe, mais peu d'actions concrètes, hormis des promesses d'investissement dans la fabrication, souvent avec l'Ukraine. On parle de développer un mur de drones pour protéger certaines parties de l'Europe, mais il y a peu d'informations sur la façon dont ce type de guerre fonctionnerait, ou même si l'Europe est capable de le construire. Bien sûr, on parle de cette guerre. Le Parlement européen indique que l'initiative européenne de défense contre les drones, dotée de 7 milliards de dollars pour un système avancé et interopérable permettant de contrer et de déployer des drones, ne sera pleinement opérationnelle qu'à la fin de 2027. Ces discussions se déroulent alors que la Russie teste les réactions européennes avec ses drones longue portée, entraînant souvent l'intervention rapide de chasseurs à réaction. L'équipe d'alerte de réaction rapide de la Royal Air Force britannique à Lossiemouth a été déployée 76 fois depuis 2018, dont 41 fois en lien avec des aéronefs militaires russes, peut-être y compris des drones. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, estime que l'Europe n'est pas prête à affronter la Russie. Fin janvier à Bruxelles, Mark Rutte a affirmé « Si vous pensez que l'Europe peut se défendre sans les États-Unis, rêvez, nous avons besoin les uns des autres. » Mark Rutte évoquait la puissance brute des États-Unis en temps de guerre. Son point principal est que l'Europe doit mieux se préparer face à la Russie. Comme le souligne Yelizarov, l'innovation est notre seul salut dans cette guerre, conclut-il au Wall Street Journal. Les drones vont changer, comme ils ont déjà tout changé sur le champ de bataille. On ne peut plus le nier, et c'est l'avenir de toutes les guerres. Je veux dire, regardez, le monde ne sera plus jamais le même. Yelizarov a raison, et pense que l'OTAN, surtout ses membres européens, doit cesser de parler et passer à l'action. C'est ce qu'a fait Yelizarov. Actuellement, le groupe Lazare a fait de la chasse aux forces russes un business florissant. Ils ont commencé comme des curiosités, de petites machines volantes sans pilote que l'Ukraine utilisait pour éliminer des soldats et des blindés russes. Poutine croyait que la force de la Russie suffirait, mais il s'est trompé. L'Ukraine était passée d'utilisatrice à maître de la guerre des drones. Ce que l'Ukraine a découvert déchire désormais les lignes de front russes, et un chiffre l'explique. 80%. Ce chiffre est important car, selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 26 janvier, les drones ukrainiens détruisent désormais 80% des cibles russes dans la guerre en Ukraine. Nous allons expliquer ce que cela signifie en chiffres absolus dans un instant. Cependant, Zelensky a rapidement souligné que l'évolution de l'Ukraine et sa capacité à garder une longueur d'avance sur la Russie sur le champ de bataille sont ce qui a permis cela. Les drones sont devenus l'arme la plus importante de l'Ukraine, et l'ampleur même de leur utilisation aide également l'Ukraine à utiliser de manière plus efficace et efficiente les autres systèmes d'armes qu'elle déploie contre la Russie, ainsi que les soldats eux-mêmes, qui se battent bec et ongles pour empêcher la Russie de s'emparer du territoire du pays. Aujourd'hui, l'artillerie reste importante, mais d'une autre manière. Zelensky a souligné que notre infanterie et le personnel accomplissent des tâches essentielles. Mais la guerre elle-même évolue, et tout devient extrêmement dépendant d'un autre élément important également, de qui est le plus rapide et le plus fort dans l'application des technologies, dans l'adaptation des technologies, et dans la vérification de ce qui se passe réellement sur le champ de bataille. La vérification soulève la question de comment l'Ukraine connaît les cibles détruites par ses drones. La réponse est que les drones eux-mêmes filment tout, afin que l'Ukraine ait des preuves pour étayer ses affirmations. Business Insider rapporte d'autres propos de Zelensky, qui décrit le système de vérification des frappes de drones utilisées par l'Ukraine. Chaque frappe est enregistrée, facilitant la vérification des impacts et le système de primes pour évaluer la performance militaire, a souligné le président ukrainien. Il parle d'un système relativement nouveau,
que l'Ukraine a mis en place, dans lequel les unités de drones du pays peuvent gagner des points pour chaque élimination sur le champ de bataille qu'elles parviennent à enregistrer avec leurs drones. Ces points peuvent être accumulés et dépensés sur la plateforme Brave One d'Ukraine, offrant aux opérateurs de drones l'accès à de nouveaux drones et équipements pour améliorer leur efficacité létale. C'est la gamification de la guerre devenue réalité. Et même si cela peut sembler sortir d'un futur dystopique et déformé, ce système montre à quel point l'Ukraine peut être innovante, à la fois pour récompenser ses soldats et pour s'assurer que de fausses informations ne viennent pas polluer les ondes ou les canaux en ligne. The Guardian a évoqué le système ukrainien de points par élimination début novembre. Il a relayé les informations données par l'homme qui était alors premier vice-premier ministre d'Ukraine, et qui est aujourd'hui, peut-être pas par hasard, le nouveau ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov. L'homme à l'origine du nouveau système ukrainien expliquait en novembre que l'idée avait pris une telle ampleur que 400 unités de drones y participaient. C'est une croissance énorme. Comme il n'y avait que 95 unités en août, les opérateurs de drones peuvent utiliser leurs points pour plus de 100 drones véhicules autonomes et autres équipements liés aux drones, a déclaré Fedorov au Guardian. Il y a même un classement. Atteindre le sommet est une motivation supplémentaire pour les soldats ukrainiens qui veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour stopper la Russie dans son élan. Fedorov a déclaré au Guardian que c'est très populaire parmi les unités. Toutes les forces de défense le savent et rivalisent pour obtenir des points afin d'acquérir ces drones, systèmes de guerre électroniques et autres équipements pour le combat. Plus vous tuez de fantassins, plus vous obtenez de drones, ce qui permet d'éliminer encore plus d'infanterie, créant un cercle vicieux. Soulignant le rôle clé des drones dans la stratégie ukrainienne contre la Russie, Zelensky a aussi récompensé plusieurs commandants de drones lors d'un événement, mettant en avant le chiffre de 80%. L'ordre de l'Étoile d'Or, ou médaille de héros de l'Ukraine, l'une des plus hautes distinctions militaires, a été attribuée à 2 commandants d'unités de drones ukrainiens. Le lieutenant-colonel Olevit, de la 427e brigade indépendante, également connue sous le nom de Raro, a reçu cet honneur, tout comme le major Yuri Fedorenko, de la 429e brigade indépendante d'Ukraine, qui est peut-être mieux connu sous le nom de brigade Achille. Ces 2 hommes ont logiquement reçu leur médaille, après que leurs unités ont détruit plus de 42 000 cibles ennemies, selon la presse Euromédan. Et cela nous ramène justement à quelque chose que nous avions dit que nous vous expliquerions plus tôt dans la vidéo. Nous savons que les drones ukrainiens sont désormais responsables de la destruction de 80% des cibles russes éliminées dans la guerre. Cela ne signifierait pas grand-chose si c'était 80% de 100 cibles. Le contexte compte, et lorsqu'il s'agit de l'ampleur des pertes russes, les chiffres sont énormes. Rien qu'en 2025, les drones ukrainiens ont frappé près de 820 000 cibles, un chiffre tellement énorme que Poutine doit se demander ce qu'il peut bien faire pour le faire baisser. La majorité de ces frappes ont été enregistrées et vérifiées, souvent grâce aux caméras FPV intégrées à la plupart des drones ukrainiens, selon le site web du président de l'Ukraine. Fait intéressant, cette révélation sur le nombre de cibles frappées par les drones ukrainiens en 2025 montre aussi combien de cibles le pays a confirmé avoir touché durant l'année. En divisant 820 000 par 0,8, on obtient un total d'1 025 000 de cibles touchées. Et rappelez-vous, ce ne sont que les cibles que l'Ukraine a pu vérifier. Mais même avec ce chiffre, on peut dire que l'Ukraine a frappé en moyenne 85 416 cibles russes par mois en 2025, ce qui revient à un peu plus de 2800 cibles par jour. Autrement dit, la Russie subit plus de 100 frappes par heure en tentant de percer les défenses ukrainiennes, ce qui explique sans doute la lenteur et la faiblesse de ses avancées ces 4 dernières années. La situation de la Russie s'aggrave. Les chiffres de l'Ukraine augmentent, rendant probable que les drones ukrainiens dépassent le million de cibles détruites en 2026. On ignore si le chiffre de 2025 inclut aussi les drones Shahed russes, détruits par les drones ukrainiens. Mais c'est un sujet auquel nous reviendrons lorsque nous examinerons à quel point les drones sont devenus importants pour l'Ukraine sur le plan défensif. Quant à l'augmentation des chiffres mensuels, Volodymyr Zelensky lui-même l'a laissé entendre lorsqu'il a partagé le nombre confirmé de morts russes pour le mois de décembre à la suite des frappes de drones ukrainiens. Notre système de points électroniques A' vise à améliorer les résultats de notre défense. En décembre, nos unités ont neutralisé 35 000 occupants. Merci pour ce succès, a déclaré Volodymyr Zelensky. Je vais le répéter, 35 000 soldats russes morts pas blessés en un seul mois. C'est un chiffre record, et il fait suite à 2 autres mois où le nombre de tués par drones ukrainiens était énorme. Comme l'a révélé Zelensky au début du mois de janvier,
les opérateurs de drones ukrainiens, ont réussi à éliminer 26 000 soldats russes en octobre, suivi de 30 000 en novembre. Le nombre augmente en moyenne de 4 500 Russes tués par des drones chaque mois, ce qui doit être terrifiant pour Poutine, alors qu'il peine à trouver des hommes compétents à envoyer en Ukraine. Force News dispose même de chiffres supplémentaires pour le mois de décembre. En plus de reprendre les chiffres partagés par Zelensky, le média indique qu'avec des pertes mensuelles estimées entre 30 000 et 40 000, la Russie ne recruterait probablement plus assez de soldats pour compenser ses pertes en Ukraine. Il ajoute également un contexte supplémentaire, en notant que le fait que la Russie perde des soldats à ce rythme signifie que Poutine permet l'anéantissement chaque mois de l'équivalent de la moitié des effectifs à plein temps de l'armée britannique. Insoutenable est un mot que l'on pourrait utiliser pour décrire cela. Folie totale semble être le terme le plus approprié. Force News note également que l'Ukraine a frappé un total de 107 000 cibles avec ses drones, rien qu'en décembre, un mois au cours duquel la Russie a également perdu 128 de ses systèmes de défense aérienne. L'Ukraine affirme s'être fixé un nouvel objectif, éliminer 50 000 soldats russes, chaque mois, grâce à des drones. Et la chose la plus effrayante pour Poutine, c'est que cet objectif est tout à fait réalisable. Après tout, l'Ukraine ne va pas manquer de drones de sitôt. Comme l'a affirmé l'ancien correspondant de Forbes, David Axe, en mars 2025, l'Ukraine a commencé l'année 2025 avec pour objectif de produire 4,5 millions de drones par an. Elle n'a peut-être pas atteint cet objectif, bien que ce soit difficile à dire. Business Insider indique que le chiffre réel est de 2,5 millions de drones FPV, ce qui crée une contradiction. Cependant, la même source indique que d'autres estimations rejoignent le chiffre de 4,5 millions donné par Axe, correspondant à la capacité de production actuelle ou au nombre de drones construits en Ukraine. Aucun chiffre officiel de production n'a été communiqué par l'Ukraine. Nous n'en savons donc rien avec certitude. Cependant, que ce soit 2,5 millions ou 4,5 millions, cela reste un chiffre énorme quand on considère ce que nous avons mentionné plus tôt à propos de l'Ukraine, qui prévoit d'effectuer 1 million de frappes de drones en 2025. Selon Euromaidan Press, ce chiffre va encore beaucoup augmenter. Le 26 janvier, Euromaidan Press a rapporté que le volume de fabrication de drones en Ukraine a à peu près doublé chaque année depuis 2023. Et pour 2026, le média affirme que l'Ukraine vise la production de 7 millions de drones. Ce sera une production annuelle coûteuse. L'Ukraine devra investir 120 milliards de dollars pour acquérir et produire 7 millions de drones dont environ la moitié sera financée par son budget, et des prêts garantis par l'Union européenne. L'autre moitié viendra des alliés de l'Ukraine sous forme d'aide militaire. Si l'Ukraine réunit tous les éléments, tout espoir de Vladimir Poutine de réduire les pertes russes disparaîtra, car l'Ukraine aura assez de drones pour viser 50 000 éliminations mensuelles. Petite parenthèse, il y en a beaucoup plus d'où cela vient. Donc si The Military Show vous est utile et que vous voulez entendre plus de statistiques comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant que nous avons couvert les chiffres, nous pouvons revenir sur un point que nous avons abordé plus tôt. Nous avons indiqué qu'on ignore si le nombre de cibles détruites par les drones ukrainiens comprend l'élimination des drones russes lors des attaques de drones et missiles ordonnées par le Kremlin contre l'Ukraine en 2025. Que cela ait été le cas ou non importe peu, car ce qui compte le plus, c'est que l'Ukraine n'utilise pas seulement ses drones pour infliger d'énormes pertes à l'armée. L'Ukraine utilise aussi des drones pour sa défense. Et 2026 pourrait bien changer la donne en ce qui concerne l'efficacité de l'Ukraine à utiliser ses drones pour intercepter les drones d'attaque russes de type Shahed. Zelensky a de nouveau évoqué ce sujet dans son discours du 26 janvier, soulignant l'importance pour l'Ukraine de développer des technologies pour neutraliser les drones Shahed russes. L'Ukraine va se concentrer sur une technologie précise. Restez attentifs pour savoir laquelle. Avant cela, Zelensky a certainement raison sur l'ampleur et le danger que représente le problème des drones Shahed russes. Nous avons appris cela grâce à une analyse de la stratégie des drones Shahed russes en 2025 rédigée par Igor Anokin et publiée par l'Institut pour la science et la sécurité internationale. Dans son analyse, Igor Anokin a indiqué que la taille des vagues de drones de type Shahed russe variait tout au long de 2025 certaines attaques impliquant plusieurs dizaines de drones, tandis que d'autres comprenaient des essaims si massifs que 800 drones étaient utilisés. Igor Anokin a précisé que de nombreux drones étaient lancés simultanément avec des missiles de croisière et balistiques depuis la Crimée et Donetsk occupés. Il a aussi donné des chiffres. 54 538 drones de type Shahed ont été lancés en 2025, dont environ 32 200
étaient des drones d'attaque. Les autres auraient été des drones Shahed destinés à tromper ou épuiser la défense aérienne ukrainienne. Quoi qu'il en soit, la Russie attaque tout ce qu'elle peut avec ses drones longue portée. Ces frappes couvraient de nombreuses régions que les forces terrestres russes tentent d'occuper. En plus de voir occasionnellement des drones russes pénétrer sur les territoires d'autres pays comme la Pologne, la Roumanie et la Moldavie. La Russie affirme viser des cibles militaires, mais de nombreux drones Shahed ont frappé les infrastructures énergétiques ukrainiennes, ainsi que des sites industriels et des immeubles résidentiels, surtout fin 2025. L'ampleur des frappes de drones Shahed par la Russie a atteint son apogée en juillet, lorsqu'elle a lancé en moyenne 203 de ces types de drones par jour contre l'Ukraine. Cependant, les mois suivants ont été presque aussi destructeurs, avec une moyenne variant entre 133 et 188 drones par jour dans les mois qui ont suivi juillet. En résumé, les drones de type Shahed de la Russie représentent un sérieux problème pour l'Ukraine. Comme pour de nombreux défis posés par la stratégie de Poutine, l'Ukraine a trouvé de nouveaux moyens d'y répondre, notamment en utilisant ses drones. Les drones intercepteurs représentent une avancée majeure pour l'Ukraine, comme l'a montré l'annonce de septembre 2025 du Royaume-Uni sur la production de masse d'un modèle ukrainien pour contrer les frappes de Shahed russes. Ces drones spéciaux font ce que leur nom indique, ils décollent et interceptent les drones d'attaque en approche. Le 20 janvier, le Kiev Post a rapporté que ces drones intercepteurs allaient devenir une partie de ce qu'il a appelé un dôme anti-drones, qui comprendra également des équipes de défense mobile. Ces équipes collaboreront avec les opérateurs de drones ukrainiens, pour renforcer la défense rapprochée contre les drones Shahed russes. Fyodorov faisait partie de ceux présentant le nouveau système. Notre tâche est de créer un dôme anti-drones au-dessus de l'Ukraine, qui élimine la menace dès son approche, sans attendre. L'implication ici est que l'Ukraine s'attend à ce que la Russie maintienne ou intensifie ses frappes à longue portée en 2026. L'Ukraine riposte, les drones intercepteurs seront clés dans sa stratégie défensive. Si les types Shahed que ces drones intercepteurs détruisent sont comptabilisés dans le total de l'Ukraine pour 2026, alors il semble presque certain qu'1 million ou plus de cibles russes seront détruites par les drones ukrainiens en 2026. Ceci est d'autant plus vrai au vu du nouvel objectif ukrainien d'éliminer plus de 50 000 soldats russes chaque mois. Tout cela concerne l'avenir. Revenons à l'Ukraine en 2025. Ces frappes de drones ont eu plusieurs impacts sur le champ de bataille. Parmi ceux-ci, il y a le fait que les drones ukrainiens provoquent une attrition des munitions russes à une échelle jamais vue auparavant. Selon Euromaidan Press, qui a rapporté le 27 janvier que le Kremlin a passé une commande de 1,1 million de nouveaux obus d'artillerie, à lui seul ce ne serait pas digne d'intérêt. Ce qui est remarquable, c'est que la Russie cherche des obus d'artillerie à longue portée, car les murs de drones FPV ukrainiens ont forcé son artillerie à reculer et à devenir inefficace. Les obus à courte portée ne suffisent plus. La Russie perd des systèmes d'artillerie à cause des drones ukrainiens, et lorsque ces systèmes essaient de tirer depuis leur position reculée, la Russie perd aussi des obus qui n'atteignent pas leur cible. Sur les 1,1 million d'obus commandés, 1 million sont destinés à des obus spéciaux de 152 mm MSTA qui contiennent une charge propulsive spéciale, leur permettant de parcourir de plus grandes distances. Les 100 000 autres concernent les variantes longue portée. L'essentiel ici est le coût, selon Euromaidan Press. Un obus d'artillerie MSTA standard coûte à la Russie 1250 $, la version avec la charge propulsive coûte 1550 $. Cela fait une différence de 300 $, et lorsque vous multipliez cela par 1 million d'obus, vous obtenez une dépense de 300 millions de $. Cela ça a été causé principalement par les drones FPV ukrainiens, qui détruisent l'artillerie russe et les équipages qui osent s'approcher des cibles protégées par ces drones. Si l'Ukraine ne peut pas éliminer l'artillerie du champ de bataille, elle peut au moins faire en sorte que son utilisation coûte plus cher que jamais à la Russie. Mais parler d'usure oblige à rappeler l'ampleur des pertes russes infligées par les drones ukrainiens. Nous avons évoqué les chiffres mensuels et l'objectif de l'Ukraine de les augmenter avec ses drones. Pour la Russie, ces pertes pourraient provoquer un point de rupture irréversible. C'est l'avis du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a déclaré en janvier que jusqu'à 25 000 soldats russes sont tués chaque mois par l'Ukraine. Cette estimation est inférieure aux chiffres communiqués par l'Ukraine elle-même, mais elle reste largement suffisante pour causer de sérieux problèmes de main-d'œuvre à Poutine. Rutte a expliqué qu'en un mois de combats en Ukraine, la Russie perd environ 10 000 soldats de plus que durant toute sa guerre de 10 ans en Afghanistan. Maintenant, ils perdent autant ou plus chaque mois,
a déclaré Rutter en comparant les 15 000 pertes russes en Afghanistan à celles subies en Ukraine. Ce n'est donc pas tenable non plus pour eux. L'accent sur les soldats russes tués plutôt que blessés est aussi important. On peut aussi attribuer cela aux drones ukrainiens. Selon Ukraine Today, le ratio traditionnel de morts par rapport aux blessés qu'une force d'invasion devrait connaître est d'un mort pour 3 blessés. Ce n'est pas le ratio de la Russie. D'après le média, d'ici la fin de 2025, la part des soldats russes tués représentait 56% du total de ces pertes. Cela signifie que plus de soldats russes sont tués que blessés, avec un ratio qui était maintenant de 12 tués pour 10 blessés. La Russie a aggravé la situation en n'évacuant pas les blessés, et en adoptant des tactiques dictées par l'épuisement de ses blindés, ce dont l'Ukraine peut remercier ses drones. Cependant, ce sont l'usage des drones par l'Ukraine, et des innovations ingénieuses comme la gamification évoquée plus tôt qui font la différence. Tout cela fait que l'Ukraine transforme le territoire que la Russie veut capturer en un véritable enfer pour les forces russes. Tout soldat s'approchant à moins de 16 km des lignes de combat risque désormais d'être détruit par un drone ukrainien. Si l'Ukraine obtient ce qu'elle veut, en 2026, les chiffres de 2025 seront insignifiants face à ce qui nous attend. On parle des drones, mais pas encore des véhicules aériens sans pilote longue portée utilisés par l'Ukraine pour semer le chaos en Russie en 2025. Pas d'inquiétude, l'Ukraine maintient sa stratégie de frappe en profondeur. Effondrement incroyable. C'est ainsi que les analystes militaires qualifient le dernier revers de la Russie sur le champ de bataille. Mais cette fois, il ne s'agit pas de chars ou de missiles, il s'agit de drones. Dans une guerre déjà marquée par l'essor des munitions rôdeuses, bon marché et des tactiques d'essaim, l'Ukraine vient de changer la donne avec une nouvelle innovation, les drones intercepteurs. Rapides, bon marché, évolutifs et d'une efficacité redoutable, ces petits drones transforment l'offensive de drones autrefois imparable de la Russie en un problème très coûteux. Et ils ont complètement pris Poutine au dépourvu. Désormais, les Ukrainiens, toujours ingénieux, ont trouvé une contre-mesure qui inverse encore une fois la situation, des drones intercepteurs. Ils ont pris le président russe Vladimir Poutine au dépourvu et le poussent à chercher une solution à ce nouveau problème. Avant cette évolution, les drones les plus influents étaient ceux de la famille Shahad, fabriqués en Iran. Fonctionnant comme un petit missile de croisière, mais pour une fraction du coût, ces munitions rôdeuses kamikazes à longue portée ont bouleversé l'équation de la défense aérienne qui prévalait depuis des décennies. Les systèmes traditionnels solaires, comme le Patriot américain et l'Iris-T allemand, se sont révélés efficaces pour abattre les Shahads qui se déplacent relativement lentement. Mais les missiles qu'ils tirent coûtent des centaines de milliers de dollars chacun, pas des millions, et ne sont produits qu'à raison de quelques centaines par an. Avec la Russie qui remplit le ciel ukrainien de 100 à 600 drones de type Shahad chaque nuit pendant la majeure partie de 2025, il devient irréaliste d'utiliser ces systèmes haut de gamme pour les abattre, surtout avec des missiles de croisière et balistiques qui se mêlent chaque nuit et qu'il faut également intercepter. Mais les drones intercepteurs sont petits, très efficaces et surtout peu coûteux à produire et faciles à fabriquer en grand nombre. Ces drones anti-drones pourraient enfin offrir une solution à la menace constante des soi-disant tondeuses volantes et fournir un modèle pour une guerre anti-drone efficace pour les armées du monde entier à l'avenir. Alors, examinons de plus près comment ils fonctionnent, quel système l'Ukraine utilise et où ces développements pourraient nous mener. La famille de drones Shahad, produite par le fabricant iranien Shisa, en association avec Shahad Aviation Industries, est un phénomène relativement récent, les premières images des variantes originales étant apparues en 2021. Shahad signifie témoin en langue farsi d'Iran. La variante la plus influente à ce jour a été la Shahad 136, comme en témoigne le fait que les États-Unis l'ont soumise à une rétro-ingénierie pour développer leur propre drone d'attaque à usage unique, le Low Cost Unmanned Combat Attack System, ou LUCAS. Les drones LUCAS sont conçus pour un déploiement massif, offrant une alternative économique et attrayante aux plateformes haut de gamme comme le MQ-9 Reaper, avec un prix d'environ $30 000 par unité. Mais dans ce cas, les États-Unis suivent l'exemple de la Russie. En 2022, la Russie a commencé à importer un grand nombre de Shahed 136 depuis l'Iran pour les utiliser en Ukraine, puis a commencé à les fabriquer en Russie à partir de kits fournis par l'Iran. Au fil du temps, la Russie a apporté diverses modifications et améliorations au modèle original, créant ainsi une variante connue sous le nom de Geran.
Dans une immense usine de fabrication à Alabouga, au Tatarstan, le développement des Gerin s'est considérablement intensifié. Les services de renseignement ukrainiens estiment qu'à la fin de 2025, la Russie produisait entre 170 et 190 exemplaires par jour des dernières variantes Gerin 2 et Gebera Decoy. Comparé au Shahed 136 iranien, le Gerin 2 a bénéficié de mises à niveau significatives. Le système de navigation iranien, qui utilisait des composants GPS de qualité civile, a été remplacé par une unité de contrôle de vol fabriquée en Russie. Et des microprocesseurs qui utilisent le système de navigation par satellite russe GLONASS, améliorant la capacité à rester en attente sur zone et la résistance à la guerre électronique. La construction monobloc du Shahed 136 iranien est passée à une conception modulaire composée d'éléments interconnectés. Le matériau utilisé pour le fuselage a également changé, la structure en nid d'abeille légère d'origine ayant été remplacée par une combinaison de fibres de verre et de fibres de carbone tissées, ou un matériau ressemblant à de la mousse. Un changement censé rationaliser la production industrielle à grande échelle. L'ogive a également bénéficié d'une amélioration substantielle. En plus de la charge explosive à fragmentation de 50 kg d'origine, Moscou a utilisé des variantes thermobariques à fragmentation incendiaire, à haute puissance explosive, à explosion aérienne et même des versions dispersant des sous-munitions. Cependant, la mise à niveau la plus importante est une ogive de 90 kg introduite en 2024 qui combine une charge creuse pénétrante avec une couche de billes d'acier. Pour percer les infrastructures fortifiées et maximiser les pertes humaines, la récente récupération d'un Gerin 2 équipé d'une carte informatique NVIDIA Jetson Orin et d'une caméra infrarouge indique que la Russie expérimente la navigation basée sur la vision ou la reconnaissance automatique de cibles. D'autres Gerins récupérés par l'Ukraine ont été trouvés avec des modems de communication maillés chinois fonctionnant sur différentes bandes de fréquences ainsi qu'avec des caméras électro-optiques. Les spécialistes ukrainiens affirment que ces dispositifs permettent une transmission vidéo à faible latence et un contrôle en relais, offrant ainsi des liaisons de communication entre plusieurs drones. Ces développements suggèrent que le Gerin pourrait bientôt évoluer en une arme de frappe semi-autonome avec un guidage assisté par machine. Pour aggraver les choses, ces derniers mois, la Russie a également introduit le Gerin 3, sa variante du Shahed 238 iranien à propulsion par fusée. Avec une envergure de 10 pieds, soit 20% de plus que les 82 pouces du Gerin 2 et un poids au décollage de 815 livres, il peut atteindre une vitesse de 370 miles par heure, soit environ 3 fois la vitesse de ses prédécesseurs à hélice. Cela réduit le temps de réaction des Ukrainiens et complique l'interception par les systèmes à canon ou les hélicoptères qui se sont révélés efficaces et économiques contre les variantes à hélice. La vitesse supplémentaire améliore également la pénétration à l'impact, maximisant les effets destructeurs de la tête explosive. Comme le Gerin 2, le Gerin 3 a aussi été significativement modifié par rapport à la version iranienne d'origine. Il est propulsé par un moteur turboréacteur Telefly JT80, fabriqué en Chine, beaucoup plus lent mais aussi beaucoup moins cher que le moteur tchèque Shahed 238. Le Gerin 3 dispose également d'un fuselage renforcé, de prises d'air redessinées et de 8 actionneurs de surface de contrôle contre 4 pour le Gerin 2, ce qui devrait améliorer la stabilité, la maniabilité et la tolérance aux pannes en vol. La Russie a également amélioré ses tactiques avec le Gerin en volant à 10 000 pieds ou plus, puis en plongeant verticalement lorsqu'ils atteignent la cible. Ces tactiques signifient que les drones volent au-dessus du plafond des tirs anti-aériens et sont beaucoup plus difficiles à suivre et à abattre pendant leur descente. La vitesse supplémentaire acquise lors d'une plongée en piqué augmente également la puissance destructrice des frappes. On ne saurait exagérer l'ampleur des problèmes que ces drones causent à l'Ukraine. Plus de 38 000 drones kamikazes russes à longue portée et leurs, dont la majorité étaient des Gerin et des Gera, ont été lancés entre janvier et novembre 2025 avec bien plus de 5 000 lancements par mois à partir de septembre. Cela représente presque les 2/3 du total des frappes de drones kamikazes depuis février 2022, ce qui souligne l'accélération rapide de leur utilisation. Dans l'ensemble, l'Ukraine a constamment revendiqué de bons résultats dans l'abattage de ces nuisances relativement lentes. L'armée ukrainienne rapporte généralement en abattre entre 80 et 97%,
Mais avec les taux d'attaque actuels, cela laisse tout de même jusqu'à 1000 Gérins qui frappent avec succès des cibles chaque mois, allant des installations militaires et des infrastructures civiles, comme les centrales électriques, jusqu'aux immeubles d'habitation civile. Le fait que l'Ukraine subisse actuellement des coupures d'électricité de 20 heures et ce que certains ont qualifié d'hiver noir avec peu d'électricité, de chauffage ou d'eau résulte directement de ces frappes. Mais elles ont aussi un impact psychologique. Le stress incessant d'entendre les drones, les sirènes d'alerte aérienne et les explosions de la défense anti-aérienne dans le ciel, de se terrer dans des abris, de craindre d'être touché et de faire face aux conséquences des frappes réussies, use lentement mais sûrement le moral de la population assiégée. Face à la pénurie croissante de systèmes de défense aérienne et de missiles intercepteurs fournis à l'Ukraine par ses partenaires de l'OTAN. En grande partie parce qu'une grande partie de ces moyens a déjà été consommée en Ukraine, les contre-mesures anti-drones se sont, par nécessité, diversifiées. L'Ukraine a répondu à l'escalade des attaques de drones en créant un vaste réseau d'environ 900 groupes mobiles de tir qui traquent les Gérins avec des mitrailleuses au sol et sur hélicoptères, des canons automatiques et des systèmes portables de missiles anti-aériens comme les Manpads. Ces groupes comprennent du personnel militaire et de la garde nationale, travaillant en collaboration avec des radars locaux, des systèmes de surveillance thermique et optique et des centres de contrôle de la défense aérienne. Cette configuration permet un déplacement flexible des forces, un comblement rapide des brèches de la défense et une réponse rapide au changement des trajectoires de vol des drones russes pendant la nuit. Et maintenant, ils ajoutent les drones intercepteurs au dispositif. Contrairement aux systèmes anti-drones comme les mitrailleuses, qui consistent à disperser des tirs sur une plus grande portion du ciel dans l'espoir d'atteindre des Gérins, les drones intercepteurs sont conçus pour traquer des cibles spécifiques avec précision. Un peu comme un missile intercepteur Patriot, mais pour une infime fraction du coût. Les opérateurs reçoivent la désignation des cibles depuis les postes d'observation et les radars, après quoi les intercepteurs sont lancés vers elles. Cette stratégie réduit la distance jusqu'à l'interception, augmentant ainsi le taux de réussite et oblige effectivement la Russie à combattre aux conditions imposées par la défense ukrainienne. Non sans ironie, le concept du drone intercepteur a été inspiré par les Russes. Plus précisément, ils sont nés comme un moyen de faire face aux drones de surveillance russes à haute altitude sur les lignes de front. Volant à environ 7000 mètres d'altitude, les drones russes à haute altitude restaient trop hauts pour être abattus par des mitrailleuses ou des fusils de chasse. Les drones à 100 000 $ avaient un impact sérieux sur le champ de bataille, identifiant les positions ukrainiennes et les failles entre elles et guidant l'artillerie ainsi que les frappes de drones sur ces positions ou les avancées russes entre elles. L'Ukraine a commencé à modifier ses drones FPV pour qu'ils agissent comme des intercepteurs en 2024. Les pilotes d'intercepteurs, adaptant les tactiques de combat aérien, sont devenus des experts pour abattre les drones de reconnaissance russes et ont rapidement déclaré en avoir détruit des centaines. Ainsi, lorsque la Russie a intensifié ses frappes de Géron, il a simplement suffi de changer les cibles des drones intercepteurs, passant des drones de reconnaissance aux Gérins. Cependant, comme les Gérins, pesant plus de 400 livres, sont beaucoup plus grands que les drones de reconnaissance et volent plus haut et plus vite que les premiers intercepteurs FPV, certaines modifications de conception ont été nécessaires. Et ces modifications ont-elles été couronnées de succès ? Absolument. Plus tôt, en 2025, Alexei Rogozin, directeur général de TPU Nagatin. Skya a affirmé que les drones intercepteurs ukrainiens avaient abattu plus de 500 Gérins dans le cadre de l'initiative Ciel Clair pour défendre Kiev en utilisant des drones guidés par des systèmes radars et visuels. En quelques mois depuis son lancement, le système a intercepté plus de 500 drones d'attaque Gerin. Il a déclaré, ajoutant « En fait, nous parlons d'un dôme anti-drone urbain construit sur l'utilisation massive d'intercepteurs de petite taille, principalement des drones FPV. » Le système comprend des équipes embarquées dans des véhicules, un centre de surveillance et de coordination, ainsi qu'un centre de formation. Depuis lors, l'utilisation de drones intercepteurs par l'Ukraine a considérablement augmenté, et ils ne font que commencer. En avril 2025, Darkstar, une coalition de groupes ukrainiens de technologie de défense, rapportait qu'au moins 5 modèles d'intercepteurs avaient déjà abattu des Shahad. Puis en juillet, Arsen Zoumodilov, directeur de l'agence ukrainienne d'approvisionnement en défense, a annoncé qu'elle avait signé des contrats pour des dizaines de milliers de drones intercepteurs. Des dizaines de milliers de drones intercepteurs font déjà l'objet de contrats et nous continuerons à en passer.
Nos contrats actuels dépendent d'une part de la capacité du fabricant et, d'autre part, de la capacité du budget de l'État. Il l'a dit aux médias ukrainiens Babel, ajoutant « Nous passerons assurément des contrats pour tout ce que le budget de l'État pourra financer ». Un programme appelé Dronefall, visant à détruire 5000 drones russes à l'aide de drones pilotés en vue subjective, a été créé et a ensuite été rejoint par la fondation Come Back Alive, la plus grande organisation de financement participatif d'Ukraine. En octobre, le responsable du projet Drone Force, Taras Timochko, a déclaré que le programme collaborait avec 12 à 15 fabricants et avait financé des drones qui avaient déjà intercepté plus de 3000 véhicules aériens. Selon Timochko, il a fallu près d'1 an pour construire un intercepteur à faible coût capable d'abattre des Géron 2 qui peuvent voler à une vitesse allant jusqu'à 185 km/h. Une fois qu'ils y sont parvenus, ils les ont rapidement déployés sur le terrain et les modèles évoluent désormais rapidement. L'un des premiers drones intercepteurs efficaces à voir le jour a été le Sting, produit par le groupe de bénévoles Wild Hornet et dévoilé fin 2024. Le groupe a été créé au printemps 2023 en réponse aux appels des forces armées ukrainiennes pour davantage de drones et produit désormais des milliers de drones FPV variés par jour. Le Sting est un drone FPV propulsé par 4 hélices rotatives qui peut atteindre des vitesses dépassant les 320 km/h et des altitudes d'environ 3000 mètres. Il est basé sur un quadricoptère standard auquel une ogive allongée en forme de dôme est montée au centre avec une caméra placée au sommet de l'ogive utilisée pour guider le drone pendant son vol. Les opérateurs contrôlent les drones, qui ressemblent à un missile portatif, et sont suffisamment petits pour tenir dans un sac de sport, à distance depuis le sol à l'aide de lunettes de réalité virtuelle. Le Sting est non seulement plus petit que le Gerin, mais aussi bien moins cher à produire. On estime son coût à environ $1 500, tandis que les leurs Gerberas coûtent environ $10 000, et les Géron 2 et 3 peuvent coûter entre $30 000 et $75 000. Cela signifie, comme l'a dit Rogozin, qu'il est désormais plus coûteux pour la Russie d'attaquer avec des Gerins que pour l'Ukraine de s'en défendre. Maxon Systems, une entreprise travaillant avec le pôle d'innovation soutenu par le gouvernement ukrainien, Brave One, est une autre société qui produit des drones intercepteurs pour l'Ukraine. L'entreprise fabrique des drones intercepteurs semi-autonomes qui transportent une ogive standard de 22 livres et sont équipés de caméras permettant de guider les drones vers leur cible à une vitesse de 300 km/h. Le cofondateur Oleksiy Soltsov a déclaré à Business Insider en octobre « On ignore leur nom et leur prix exact, mais on estime que la plupart des drones intercepteurs coûtent moins de $10 000. Plus récemment, la société ukrainienne General Cherry a annoncé que son drone intercepteur Bullet avait réussi la codification et avait été officiellement approuvé pour une utilisation par les forces armées ukrainiennes. C'est une conclusion bienvenue à une querelle très médiatisée entre Wild Hornets et General Cherry après que les premiers ont accusé les seconds d'avoir plagié leur conception en raison d'une ressemblance visuelle entre les prototypes. General Cherry a soutenu qu'elle avait distribué plusieurs variantes à plus de 20 unités à ses propres frais, permettant ainsi aux soldats d'évaluer les systèmes dans des conditions opérationnelles réelles. Sur la base de cet effort de test à grande échelle, un modèle final a été sélectionné pour la codification qui diffère notablement de la version accusée d'avoir été copiée. Le Bullet peut, selon les rapports, atteindre des vitesses de plus de 190 miles/h, engager des cibles à une distance de plus de 12 miles et fonctionner à des altitudes allant jusqu'à 20 000 pieds. Il utilise des solutions aérodynamiques spécialisées et des logiciels intégrant un système de guidage terminal, ce qui permet au drone de corriger sa trajectoire lors de l'approche finale de sa cible Gérin. Parallèlement à ceux-ci et à d'autres drones intercepteurs produits localement, plusieurs systèmes étrangers de drones intercepteurs ont également déjà été engagés au combat ou sont en cours de test en Ukraine, et ce nombre semble devoir augmenter de façon spectaculaire. Ceci témoigne en partie de l'engagement des pays partenaires envers la défense de l'Ukraine et en partie de leurs propres préoccupations concernant leur défense anti-drone. Comme cela a été évident lors de la vague d'incursions de drones à travers l'Europe ces derniers mois, dans de nombreux cas, les autorités locales manquent de solutions à faible coût et à haute efficacité pour les neutraliser, surtout au-dessus des zones urbaines densément peuplées. Les drones intercepteurs légers, très mobiles et rentables, représentent une solution facile à mettre en œuvre et facilement évolutive, d'autant plus que la plupart des tests et des améliorations ont été réalisés en Ukraine. En réalité, les premiers drones intercepteurs étrangers pourraient même être utilisés avant que la Russie n'emploie les drones kamikazes iraniens importés.
La société américaine Fortem Technology fournit discrètement ses drones intercepteurs Drone Hunter à l'Ukraine depuis 2022. En décembre 2024, le PDG de Fortem, John Gruen, a déclaré à la publication Overt Defense que leurs intercepteurs, qui tirent des filets pour capturer les drones au lieu d'exploser, avaient été efficaces contre les Shahads et de nombreux autres drones russes de toute taille. La société prévoyait d'avoir 400 systèmes en Ukraine d'ici la fin de l'année dernière, bien qu'il ne soit pas clair si cet objectif a été atteint ou si Fortem fait partie des 12 à 15 fabricants qui fournissent actuellement des drones intercepteurs à l'armée ukrainienne. Également, en décembre de l'année dernière, Brave One a annoncé des essais réussis d'un drone intercepteur avancé développé par le fabricant allemand Titan Technologies. Le drone a été spécialement conçu pour intercepter les drones de type Shahed et les UAV de reconnaissance russes, et il peut apparemment atteindre des vitesses allant jusqu'à 300 km/h avec une portée de près de 20 km. Titan prévoit apparemment d'améliorer le drone avec un système de ciblage automatique alimenté par une technologie de vision par ordinateur, augmentant ainsi encore sa précision et son efficacité. En plus de ces mises en œuvre et tests connus, l'Ukraine a également 2 projets majeurs en cours avec des partenaires européens qui vont sans aucun doute donner un coup d'accélérateur à ces programmes de production de drones intercepteurs. En septembre, des responsables britanniques ont annoncé un projet conjoint avec l'Ukraine pour développer l'Octopus, un nouveau drone intercepteur avancé et peu coûteux. Les drones, qui seront fabriqués au Royaume-Uni, ont été conçus en Ukraine avec le soutien de scientifiques et de techniciens britanniques et auraient déjà été testés au combat contre les drones Geran russes où ils se sont révélés très efficaces. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié ce nouveau partenariat de moment historique, réunissant l'ingéniosité britannique et ukrainienne pour fournir une technologie de drone de défense de pointe afin de lutter contre l'agression russe. Le fabricant britannique n'a pas été nommé, mais cela s'est produit la semaine précédant l'annonce d'Octopus. Le plus grand fabricant de drones d'Ukraine, Ukraspec Systems, a annoncé son intention d'investir environ 271 millions de dollars dans 2 nouvelles usines de fabrication de drones au Royaume-Uni. Un plan qui créera des centaines d'emplois locaux. Le Royaume-Uni a annoncé financer la livraison de milliers de drones d'attaque longue portée fabriqués localement pour renforcer l'arsenal ukrainien visant des infrastructures énergétiques, militaires et autres au cœur de la Russie. Cette combinaison, drones intercepteurs et drones d'attaque longue portée, correspond au même résultat visé par une autre grande coentreprise de production de drones entre les Pays-Bas et l'Ukraine, annoncé en octobre. L'accord de 200 millions d'euros, soit environ 215 millions de dollars, prévoit que la production de drones aura lieu à l'usine VDL à Born, aux Pays-Bas, avec les premières lignes de production de drones qui devraient être lancées dans les prochains mois. Comme mentionné, le partenariat se concentrera sur 2 types de drones essentiels, des UAV de frappe en profondeur à longue portée, capables de frapper. Des cibles situées loin derrière les lignes ennemies et des drones intercepteurs conçus pour détruire les drones d'attaque russes entrants. La fabrication aux Pays-Bas offre des avantages stratégiques aux 2 nations. Pour l'Ukraine, les installations de production seront protégées des frappes de drones et de missiles russes qui ont visé à plusieurs reprises les usines de défense ukrainiennes. Dans le même temps, les fabricants néerlandais ont accès à des modèles de drones qui ont fait leur preuve dans la guerre de drones la plus intense que le monde ait jamais connue, tout comme le Royaume-Uni grâce au projet Octopus. Quelques mois plus tôt, en juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé un objectif ambitieux, atteindre une production et un déploiement de 500 à 1000 drones intercepteurs par jour. À la fin de 2025, il n'est pas clair à quel point cet objectif est proche ou éloigné, ni comment ces nouveaux accords de production conjointe changent la donne. L'efficacité réelle des intercepteurs existants reste floue. Les affirmations sur leur performance sont bien plus nombreuses que les vidéos pour les prouver. Étant donné que la plupart des intercepteurs semblent avoir des systèmes de caméras similaires à ceux des drones FPV utilisés par l'Ukraine sur le front, des images de frappe réussies devraient être tout aussi faciles à obtenir. Certains analystes et concepteurs de drones ont suggéré que cela est dû au secret, afin de ne pas révéler aux observateurs russes comment fonctionnent les intercepteurs et d'où ils sont lancés. Soit leur efficacité est surestimée alors que des centaines de millions de dollars sont investis dans leur développement. Ce ne serait pas la première fois durant cette guerre. Dans tous les cas, même si les drones intercepteurs ont certainement le potentiel de bouleverser l'équation Geran,
Tant sur le plan militaire qu'économique, plusieurs défis devront être relevés avant qu'ils puissent faire une différence décisive. Surmonter le Gérant 3 qui vole à près de 3 fois la vitesse de ses prédécesseurs et 2 fois celle de tous les drones intercepteurs dont nous avons parlé sera l'un des principaux défis à relever. Le drone à réaction dispose aussi d'une navigation satellite résistante au brouillage grâce à un réseau de 12 antennes adaptatives, le rendant immunisé aux tactiques de guerre électronique efficaces contre les Shahed plus lents. Cela dit, des sources ukrainiennes ont déjà commencé à partager des images de ce qu'elles affirment être des Geran, 3 abattus par des drones intercepteurs. Comme pour la plupart des armes avancées, la formation reste une question clé. Selon Tomochko, les taux de réussite varient de 30% pour certains intercepteurs à 80 ou 90% pour les meilleurs systèmes et pilotes. Si le drone n'est pas automatisé, la partie la plus cruciale est les compétences du pilote, a-t-il déclaré, ajoutant « Si les pilotes sont bien formés, s'ils ont beaucoup d'expérience dans l'interception de drones, ils obtiennent des résultats de 9 sur 10. Pour aggraver le problème, seuls les meilleurs pilotes de drones peuvent maîtriser les opérations d'interception. » L'instructeur, qui porte le nom de code Yeti et qui a été le premier à proposer le concept de drone intercepteur, a déclaré en octobre que son club de combat de drones. L'école avait formé environ 5200 élèves, mais seulement quelques dizaines avaient réussi les examens d'intercepteurs, qui n'ont qu'un taux de réussite de 30%. Pourtant, malgré les difficultés, l'efficacité économique et la production à grande échelle des drones intercepteurs en font, pour l'instant, une option évidente tant pour l'Ukraine que pour l'OTAN. Si l'Ukraine parvient réellement à un taux d'interception de 80% des Gérines avec ses drones, comme certains l'ont affirmé, la population ukrainienne peut dormir plus tranquillement la nuit. Et si des Gérons à 30 000 $ peuvent rendre les missiles Patriot trop chers pour la défense contre eux, des drones intercepteurs à 2 500 $ peuvent faire de même contre les Gérons dans tous les États membres de l'OTAN. Sans aucun doute, à mesure que la guerre progresse, la Russie continuera d'améliorer ses gérants pour tenter de contrer les drones intercepteurs ukrainiens et le système de drones intercepteurs de l'Ukraine sera amélioré en conséquence. En ce qui concerne les véhicules aériens sans pilote de l'Ukraine, ou UAV, l'attention se porte principalement sur les drones FPV pilotés en immersion qui volent directement vers leur cible avant d'exploser. Ces drones kamikazes ont fait la une et joué un rôle clé dans les plus grandes victoires de l'Ukraine sur le champ de bataille au fil des années. Mais Kiev possède une autre arme, bien plus mortelle dans son arsenal, le drone bombardier lourd. Affichant de nombreux avantages par rapport à leurs homologues kamikazes, les bombardiers lourds sont de plus en plus nombreux et influents. L'Ukraine en produit par dizaines de milliers et les déploie partout le long des lignes de front pour anéantir les équipes d'assaut russes et toutes les autres cibles ennemies sur leur passage. Puissants, réutilisables et d'une efficacité remarquable, rien ne peut arrêter ces drones impitoyables qui déchaînent le feu depuis le ciel. Le monde a vu de quoi sont capables les drones bombardiers ukrainiens. Dans une vidéo spectaculaire publiée sur le compte Telegram officiel de la 42e brigade mécanisée qui avait pour mission de défendre les terres autour du village de Novopavlivka dans la région de Dnipropetrovsk. La vidéo est un montage d'extraits montrant des bombardiers lourds en action. Chaque extrait est filmé du point de vue d'un drone alors qu'il plane au-dessus de sa cible, prenant la position idéale avant de larguer sa charge, ne laissant derrière lui que la mort et la destruction. D'un extrait à l'autre, nous avons été témoins de la puissance de destruction stupéfiante de ces machines. Équipés de caméras à vision nocturne et thermique, ils n'ont aucune difficulté à repérer les soldats ennemis cachés dans les lisières, les buissons ou les hautes herbes. N'ayant nulle part où fuir ni où se cacher, les Russes sont abattus avec facilité comme des cibles faciles, leur vie prenant fin rapidement et brutalement alors que des bombes, des roquettes et des grenades explosent autour d'eux. Mais l'Ukraine a gardé la partie la plus étonnante pour la fin. Alors que la plupart des séquences montrent des drones bombardiers traquant et éliminant des soldats russes isolés ou par paire, la fin du montage montre un drone planant au-dessus d'une concentration beaucoup plus importante d'environ 20 à 30 soldats alors qu'ils sortent d'un petit convoi de véhicules. Les soldats fuient dans tous les sens pour se mettre à l'abri, mais l'opérateur ukrainien n'hésite pas. En larguant 2 bombes en rapide succession, il élimine plusieurs soldats russes en un clin d'œil avant que la vidéo ne se termine. La 42e brigade a légendé la vidéo, les équipages de bombardiers de nuit partent à la chasse et transforment l'infanterie ennemie en chair à pâté. Cela résume exactement ce qui s'est passé très succinctement.
Chaque extrait montre l'impact dévastateur que ces drones peuvent avoir, et contrairement aux vidéos de drones FPV qui se terminent au moment où le drone percute sa cible et explose, ces vidéos nous permettent de voir les conséquences de chaque frappe. Elles fournissent une preuve concrète et irréfutable de l'ampleur des dégâts causés et du nombre d'ennemis éliminés. Les extraits permettent aussi de comprendre facilement pourquoi les soldats russes craignent autant ces drones, au point de les avoir surnommés d'après l'une des figures les plus effrayantes de leur folklore, Baba Yaga. Dans la mythologie slave, Baba Yaga est une sorcière maléfique qui vit dans la forêt, dans une étrange cabane posée sur des pattes de poulet qui lui permettent de se déplacer. Volant la nuit dans un mortier géant, un énorme pilon à la main, de nombreux contes racontent qu'elle capture et dévore des enfants. Eh bien, les drones Baba Yaga de l'Ukraine ne ciblent certainement pas les enfants, mais ils chassent aussi la nuit et ils possèdent presque des pouvoirs surnaturels lorsqu'il s'agit de traquer et d'éliminer leurs cibles. Ils existent également sous différentes formes et sont fabriqués par diverses entreprises avec des noms officiels comme Vampire, R-18 Nemesis et Kazan, mais tous sont regroupés sous le nom de Baba Yaga, du point de vue des soldats russes. Généralement équipés d'au moins 6 grands rotors qui leur permettent de prendre leur envol, de se déplacer à grande vitesse et de transporter des charges relativement lourdes, ces drones bombardiers peuvent souvent parcourir jusqu'à 20 km, soit 12 miles, tout en transportant environ 15 kg, soit 33 livres de munitions. Ces munitions peuvent inclure tout, des mines anti-chars réutilisées aux grenades, charges creuses et même obus de mortier, qui peuvent tous être largués d'en haut sur des cibles ennemies avec une précision étonnante. Le R-18, par exemple, peut atteindre 1 mètre carré précis de terrain depuis une hauteur de près de 300 mètres, soit environ 1000 pieds. Cette précision est l'une des principales raisons pour lesquelles les drones bombardiers de l'Ukraine sont si incroyablement efficaces et performants dans ce qu'ils font. Ils sont très fiables et parfaitement capables d'atteindre leur cible la plupart du temps. Cela signifie plus de missions réussies, moins de ressources gaspillées et des pertes ennemies plus importantes à chaque fois que ces drones prennent leur envol. Et quand on regarde le coût de fabrication et d'entretien de ces drones, ils deviennent encore plus impressionnants. Skyfall, l'un des plus grands noms du secteur des drones bombardiers ukrainiens, fabrique chaque année un grand nombre de ces drones avec un coût unitaire d'environ $8500. C'est nettement plus qu'un drone FPV. En fait, un drone bombardier Skyfall peut coûter environ 16 fois plus cher qu'un modèle kamikaze. Mais si l'on considère la valeur à long terme, le bombardier est en réalité le plus rentable des deux. Voici pourquoi. Un drone FPV est un appareil jetable, à usage unique. Il décolle du sol avec l'intention explicite de ne jamais revenir. Il vole vers sa cible et, si tout se passe bien, il entre en collision avec elle, provoquant une seule explosion au passage. Un drone bombardier, cependant, est conçu non seulement pour décoller et détruire ses cibles, mais aussi potentiellement pour revenir à la base, atterrir, se recharger, se réarmer et recommencer. De plus, un seul de ces drones peut transporter jusqu'à 4 munitions à la fois. Ainsi, alors qu'un drone FPV inflige à son ennemi des dégâts équivalents à une seule grenade, un drone bombardier peut provoquer 4 explosions par sortie, avec la possibilité d'effectuer plusieurs missions avant d'être finalement abattu par l'ennemi. Tous les drones bombardiers ne survivent pas aussi longtemps. Certains sont repérés et éliminés par les Russes avant d'infliger des dégâts notables. Mais beaucoup parviennent au moins à larguer toute leur cargaison avant d'être détruits. Grâce à cela, ces drones sont bien plus rentables que les FPV. En effet, Aerorozvidka, un autre grand fabricant ukrainien de drones bombardiers, souligne que son octocopter R-18 Okta offre l'un des rapports coût-efficacité les plus incroyables de tout l'arsenal ukrainien. Nous avons calculé qu'un dollar investi dans la production d'un drone R-18 inflige $1000 de dégâts à l'ennemi. Si un drone touche un équipement comme un char, il est rentabilisé en un seul vol. Après tout, un équipement détruit coûte des millions, alors que celui avec lequel nous travaillons coûte des dizaines ou des centaines de milliers. Et ce n'est pas tout. Un autre grand avantage de ce type de drone est leur capacité à rester en position au-dessus de leurs ennemis, même après une attaque. C'est inestimable lorsqu'il s'agit de recueillir des renseignements pour orienter les décisions futures. Quand on travaille avec des drones FPV, l'équipage ne voit que ce que le drone voit jusqu'au moment de l'impact. Dès que le drone entre en collision avec sa cible, le flux vidéo est coupé. Et même avec un haut niveau de confiance, les opérateurs ne peuvent pas toujours être complètement certains que leurs attaques ont réussi. Parfois, ils doivent envoyer des drones de surveillance secondaire simplement pour examiner la scène et voir l'étendue réelle des dégâts, ce qui demande plus de temps, d'efforts et de ressources.
À l'inverse, les drones bombardiers peuvent larguer leurs bombes et rester en position, continuant à fournir un flux vidéo en direct à leurs pilotes, montrant les munitions tombées vers le sol et leur permettant de surveiller leur impact et d'évaluer l'étendue des dégâts causés. En effectuant leur propre évaluation des dégâts de combat, les drones bombardiers facilitent grandement la planification des prochaines étapes par les équipes, leur permettant de décider, par exemple, s'il est nécessaire ou non d'envoyer d'autres drones. Cela permet ainsi une utilisation plus efficace des ressources et conduit à davantage de succès et moins d'échecs sur le champ de bataille. Le dernier grand avantage des drones Baba Yaga qui mérite d'être souligné est leur capacité extraordinaire à chasser la nuit. Les drones FPV plus abordables et simples ne disposent pas toujours de caméras haut de gamme. Ils sont donc souvent utilisés de jour, les pilotes se fiant à un retour vidéo standard pour les contrôler et identifier les cibles. Comme on consacre davantage d'argent et de temps aux drones bombardiers, conçus pour durer bien plus longtemps que les FPV, ils possèdent souvent des caméras thermiques et optiques, leur permettant de voir dans l'obscurité et de repérer des ennemis, même camouflés ou cachés dans le feuillage. La vidéo partagée par la 42e brigade mécanisée démontre à quel point cela est important, car les drones ciblent régulièrement des soldats russes allongés au sol, pensant être cachés et en sécurité, totalement inconscients que leurs dernières secondes de vie s'écoulent rapidement. Pour aggraver la situation pour la Russie et l'améliorer pour l'Ukraine, ces drones deviennent encore plus meurtriers. Maintenant, avant d'aller plus loin, vous regardez The Military Show, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. L'Ukraine s'est rapidement attelée à développer sa flotte de drones bombardiers lourds. Presque immédiatement après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, les entreprises de défense ukrainiennes ont commencé à étudier comment elles pouvaient adapter des plateformes de drones agricoles et lourds à des fins de combat. Les premiers bombardiers ont rapidement quitté la phase de développement. Skyfall a produit par exemple le Vampire, un bombardier lourd à 6 rotors qui est officiellement entré en service en 2023. D'autres entreprises et drones bombardiers ont rapidement suivi, offrant aux forces armées ukrainiennes un arsenal de véhicules aériens sans pilote de plus en plus destructeurs et variés parmi lesquels choisir. Ces drones ont rapidement été mis à contribution, effectuant leurs premières missions dans des endroits comme Donetsk et Kharkiv. À la faveur de la nuit, ils ont décollé, utilisant caméras nocturnes et thermiques pour repérer puis éliminer les soldats ennemis avec une efficacité impitoyable. Froids, calculateurs, ces prédateurs inégalés se sont rapidement forgé une réputation redoutable parmi les Russes qui n'avaient plus seulement à craindre les drones FPV de leurs ennemis fonçant droit sur leurs bunkers et véhicules, mais devaient aussi affronter une nouvelle menace terrifiante, des bêtes bourdonnantes larguant des bombes sur leurs têtes. Au fil des années et des progrès technologiques, l'Ukraine utilise désormais ses drones bombardiers de jour, certaines forces russes signalant jusqu'à 30 drones Baba Yaga patrouillant le ciel, cherchant tout signe de vie ennemi, chacun capable d'anéantir une équipe d'assaut en quelques secondes. Désormais, jour et nuit, tout au long des nombreux kilomètres de territoire disputés sur la ligne de front, ces drones planent et chassent, attendant simplement d'apercevoir le moindre mouvement ennemi. Leur présence ne fait pas seulement peur aux troupes russes, elle rend aussi leurs piètres tentatives d'assaut sur les positions ukrainiennes encore moins susceptibles de réussir. En effet, la stratégie de la Russie, qui consiste à envoyer des milliers de soldats contre la ligne défensive ukrainienne dans l'espoir que certains finiront par percer, devient plus inutile que jamais et les drones bombardiers y sont pour beaucoup. De plus, le Kremlin dispose de très peu de moyens pour faire face à cette nouvelle menace redoutable, car même lorsqu'ils trouvent une solution, l'Ukraine trouve toujours un moyen de la neutraliser. Par exemple, au début, l'Ukraine n'avait pas forcément les ressources ou le budget pour fabriquer ces drones en grande quantité, ce qui permettait aux troupes russes de trouver des passages plus sûrs et moins bien gardés derrière les lignes ennemies. Aujourd'hui, une seule entreprise ukrainienne, Skyfall, peut produire 100 000 drones bombardiers par an. D'autres entreprises fabriquent aussi des dizaines de milliers de drones, assurant à l'Ukraine un approvisionnement régulier en puissance de feu contre les Russes. De plus, ces entreprises cherchent constamment des moyens d'affiner leur conception pour garder une longueur d'avance sur toutes les contre-mesures que le Kremlin pourrait imaginer. Lorsque les Russes ont commencé à utiliser la technologie de guerre électronique, GE, pour brouiller les drones bombardiers guidés par GPS par exemple, Skyfall a ajouté des systèmes de navigation inertielle et de correspondance de terrain impossibles à brouiller, rendant ainsi leurs drones totalement immunisés contre les attaques de GE.
De même, lorsque les forces russes ont commencé à utiliser leurs propres drones FPV compacts RR pour abattre les bombardiers, Skyfall a équipé ses unités d'un nouveau dispositif défensif éclair. Ainsi, si un drone intercepteur ennemi s'approche trop près, le flash se déclenche. Cela aveugle la caméra du drone ennemi, obligeant son opérateur à voler à l'aveugle et augmentant fortement le risque qu'il rate sa cible et écrase son drone au sol. Cela peut même fonctionner la nuit, car certains des drones bombardiers ukrainiens ont été équipés de projecteurs infrarouges spéciaux qui peuvent neutraliser toutes les caméras infrarouges que les Russes pourraient utiliser pour les détecter et les intercepter lors des opérations nocturnes. Et les améliorations ne s'arrêtent pas là. Certaines variantes de drones bombardiers sont désormais équipées de la technologie de communication Starlink afin d'augmenter leur portée au-delà de ce qui était possible auparavant. Cela réduit légèrement la charge utile, mais permettra à l'Ukraine de frapper plus profondément en territoire russe, ouvrant de nouvelles opportunités d'attaque dévastatrices. L'importance de tout cela ne peut être surestimée. À mesure que la guerre avançait, les drones prenaient une place croissante des deux côtés. L'armée russe a beaucoup investi dans les drones autonomes à longue portée de type munitions rôdeuses, achetant des Shahed à l'Iran et installant de nouvelles usines de production de drones sur son territoire pour produire des milliers d'unités chaque mois. Elle utilise souvent ces drones pour attaquer massivement l'Ukraine, ciblant villages, villes et infrastructures civiles comme hôpitaux, centrales électriques et centres de transport. Dans les territoires disputés en première ligne également, la Russie et l'Ukraine échangent régulièrement des attaques FPV, les deux camps étant presque à égalité dans cet aspect particulier de la guerre. En fait, dans certaines zones, les FPV russes sont même plus nombreux et plus destructeurs que ceux de l'Ukraine. Heureusement, en ce qui concerne les drones bombardiers, l'Ukraine a un avantage énorme sur son ennemi. En fait, elle est à des années-lumière devant. La Russie a consacré presque tout son temps et ses ressources aux drones kamikazes, mais l'Ukraine a osé se diversifier et elle en récolte les fruits. Elle possède désormais certains des drones les plus puissants, les plus meurtriers et les plus difficiles à abattre au monde, et ils sont utilisés avec une grande efficacité, avec des dizaines de rapports faisant état de frappes réussies non seulement contre les troupes ennemies, mais aussi contre des cibles de grande valeur. Fin février 2026, par exemple, des pilotes du service de la police militaire ukrainienne ont signalé une frappe réussie contre un système de missiles anti-aériens russes, S-300, ainsi que contre une unité de guerre électronique Black Eye. Un équipage de drones bombardiers à voilure fixe a localisé et frappé le S-300, l'un des systèmes de défense aérienne les plus coûteux employés par les forces russes. Avec un seul missile S-300 valant environ 2 millions de dollars et l'ensemble du complexe estimé à environ 100 millions de dollars, ces derniers mois, des rapports et vidéos ont montré des drones bombardiers ukrainiens frappant des bunkers russes à Kharkiv et des camions d'infanterie près de Konstantinouka. Des preuves vidéo montrent également qu'ils ont éliminé un char que les Russes avaient tenté de dissimuler, fait exploser des bâtiments renforcés et endommagé du matériel militaire coûteux à Koursk. Quand ils n'atteignent pas ces cibles majeures, les bombardiers blessent, tuent ou obligent les soldats russes à se rendre en agitant le drapeau blanc pour survivre. Alors que les commandants du Kremlin misent davantage sur des assauts d'infanterie pour avancer sur des points clés du front, les bombardiers restent probablement l'atout principal de la défense ukrainienne. Sans beaucoup, voire aucune protection blindée, ces soldats russes sont complètement exposés et totalement à la merci des opérateurs de drones ukrainiens qui peuvent simplement positionner leurs drones au-dessus d'eux et lâcher une charge explosive dévastatrice. Cela entraîne de nombreuses pertes que le Kremlin doit gérer. Et bien que la Russie ait, par le passé, pu compenser ces pertes en recrutant de nouvelles troupes, tout cela commence à changer. Les dernières données montrent que la Russie perd enfin plus de soldats qu'elle ne peut en recruter. Le propre commandant en chef de l'Ukraine, le général Oleksandr Sersky, a rapporté que le Kremlin a perdu environ 12 000 soldats de plus qu'il n'a réussi à en recruter en 2025 et que ces pertes ne vont faire qu'empirer à partir de maintenant. Les forces de Kiev infligent régulièrement un minimum de 1000 pertes par jour en défendant leur territoire. Cela représente en moyenne environ 30 000 pertes par mois et l'Ukraine souhaite porter ce chiffre encore plus haut en se fixant pour objectif environ 50 000 pertes russes par mois. Si elle parvient même à s'en approcher, cela placera la Russie dans une position périlleuse. Avec de moins en moins de Russes valides prêts à s'engager dans l'opération militaire spéciale suicidaire de Vladimir Poutine, le Kremlin va voir son armée diminuer et s'affaiblir de semaine en semaine.
Cela implique moins de troupes en première ligne, des escouades réduites, des assauts affaiblis et un travail facilité pour les équipages de drones bombardiers ukrainiens, éliminant aisément les soldats russes. À long terme, ces drones n'aideront pas seulement l'Ukraine à défendre son territoire, mais aussi à reprendre ce qu'elle a perdu. Nous voyons déjà les signes de cela en Crimée, où les forces ukrainiennes font leur premier grand pas vers une libération complète de la région qui est sous contrôle russe depuis plus de 10 ans. La Russie n'a plus accès à Starlink, et l'Ukraine a maintenant un avantage sur le champ de bataille. L'Ukraine utilise cet avantage. Des contre-attaques permettent à l'Ukraine de regagner du terrain, mais ce n'est pas sa vraie stratégie. Nous assistons plutôt à un changement de tactique ukrainienne. Cela va faire payer 715 000 Russes pour ce qu'ils ont fait dans le pays. Il ne s'agit pas seulement de reprendre du territoire. L'objectif est de renforcer les défenses pour que la Russie perde des dizaines de milliers de soldats de plus en tentant de vaincre l'Ukraine. En ce moment, l'Ukraine contre-attaque contre les forces russes dans plusieurs régions. Cela inclut les oblasts voisins de Zaporijia et Dnipropetrovsk. Les deux sont situés dans le sud-est de l'Ukraine. Pour un observateur non averti, cela semble être une tentative claire de l'Ukraine de reprendre une partie des avancées russes en 2025 et peut-être de préparer une contre-offensive plus large dans le sud-est. Peut-être une percée des défenses russes, permettant de libérer une grande partie de l'Ukraine occupée illégalement par la Russie depuis longtemps. La Russie n'ayant plus accès à Starlink, c'est le moment idéal pour une contre-attaque ukrainienne, ce que fait l'Ukraine, mais pas pour les raisons attendues. Nous expliquerons bientôt le véritable objectif de l'Ukraine. Mais d'abord, retour sur la fin janvier, et une attaque russe qui a bouleversé le champ de bataille. Le 27 janvier, le Guardian a annoncé que des drones d'attaque russes avaient frappé un train de passagers dans le nord-est de l'Ukraine. Ce n'était pas une frappe contre une cible militaire, mais une attaque terroriste ayant causé 5 morts près de Kharkiv. Dans n'importe quel pays, une frappe de drone sur un train de passagers serait considérée exactement de la même manière, purement comme un acte de terrorisme. Il n'y a pas, et il ne peut pas y avoir d'objectif militaire là-dedans, c'est justement indigné le président ukrainien Volodymyr Zelensky après la frappe. Le monde a pris note de la dernière atrocité russe, et un homme en particulier a décidé qu'il était enfin temps d'agir. Après l'attaque brutale de la Russie contre les civils ukrainiens, Elon Musk a demandé à SpaceX de couper l'accès de la Russie au satellite Starlink, que les forces de Poutine auraient utilisé pour attaquer le train. Les terminaux Starlink ukrainiens auraient été ajoutés à la liste blanche, assurant leur usage normal. En revanche, ceux de la Russie ont été mis sur liste noire ou signalés comme illicites lorsque la Russie tente de les utiliser, provoquant le chaos dans les rangs russes. Comme l'explique David Ambling, qui écrit pour Forbes le 6 février, les effets sur les Russes ont été catastrophiques, certaines unités signalant une perte de 90% des communications Internet. Des tiraillements auraient eu lieu, les Russes ayant du mal à identifier alliés et ennemis. Le commandement et le contrôle des forces russes ont été interrompus dans de nombreuses régions d'Ukraine, car les terminaux Starlink sur lesquels les forces comptaient autrefois sont devenus inutilisables. Les soldats russes tirent entre eux, se perdent dans la nature ukrainienne et s'effondrent sur tout le front. La coupure de Starlink a ouvert la voie à ce que fait l'Ukraine aujourd'hui. Comme l'a rapporté United 24 Media le 11 février, la coupure de Starlink a laissé les troupes russes vulnérables aux contre-attaques ukrainiennes. Les alternatives que la Russie tente de déployer restent inabouties et insuffisantes pour compenser la perte de Starlink. Même les blogueurs militaires russes disent que la perte de Starlink a compromis les positions russes, en rendant presque impossible communication et gestion du champ de bataille. L'Ukraine en profite en progressant dans certaines des positions russes les plus vulnérables, rapporte David Axe dans un article du 11 février pour Euromaidan Press. L'Ukraine a constitué une force puissante de troupes d'assaut, selon David Axe. Ces soldats sont soutenus par des moyens mécanisés, notamment des chars et des véhicules de combat d'infanterie fabriqués aux États-Unis, que l'Ukraine utilise aux côtés de véhicules blindés de transport de troupes suédois. Appuyées par ces blindés, les troupes d'assaut ukrainiennes progressent à travers certains territoires occupés dans le sud-est du pays. Les forces d'assaut ukrainiennes se concentrent surtout sur le No Man's Land, des régions de Dnipropetrovsk et Zaporijia. Leur objectif est d'éliminer les petits groupes d'infiltrés russes qui ont réussi à pénétrer dans ces zones, transformant ainsi ce qui était devenu des zones grises dans la guerre en territoires entièrement contrôlés par l'Ukraine. Restez avec nous, nous approfondirons ces objectifs plus tard. L'Ukraine a déjà réalisé d'importantes avancées à Zaporijia cette semaine. Le 11 février, la Nouvelle Voix de l'Ukraine a annoncé que les forces ukrainiennes avaient éliminé les infiltrés russes du village de Kozybseva, dans l'oblast de Zaporijia. Les soldats ont mené des opérations de recherche et de frappe réussies, et la localité est désormais sous contrôle ukrainien, selon le média.
Cela a marqué la fin d'une campagne de plusieurs jours, durant laquelle l'Ukraine a repris plusieurs villages à Zaporijia, dont Ternovarta et Pridorojna. Tous ces villages ont été libérés du 8 au 11 février, montrant encore combien la perte de Starlink a nui aux forces russes. Privés de communication avec leur centre de commandement, les soldats russes déjà envoyés dans les zones létales créées par les drones ukrainiens se retrouvent perdus et isolés. Ils n'ont nulle part où aller et aucun moyen de savoir si des renforts arrivent. Visiblement paniqués par cette situation, tout ce que les infiltrés peuvent faire, c'est se terrer et espérer que leurs camarades arrivent avant que l'Ukraine ne les trouve. L'Ukraine a saisi l'occasion créée par la perte de Starlink pour reprendre du territoire au sud-est et atteindre plusieurs objectifs immédiats. Le premier de ces objectifs, comme nous l'avons déjà mentionné, est de débarrasser les régions du sud-est des infiltrés, qui causent tant de problèmes depuis 2025. La Russie adapte ses tactiques depuis des mois, après avoir perdu des milliers de chars et véhicules face à l'Ukraine. Les assauts mécanisés massifs, observés dans les premières années de la guerre, ont en grande partie laissé place à une stratégie d'infiltration, qui dans certains cas a même vu des soldats russes s'introduire en territoire ukrainien pour se déguiser en civils ukrainiens. Cette tactique s'appelle la perfidie, un crime selon le droit international humanitaire. Elle permet aux soldats de tendre des embuscades et crée une confusion entre combattants et civils, augmentant le risque que ces derniers soient pris pour cible. Cela suffit à l'Ukraine pour vouloir éliminer les infiltrés, d'autant plus que la Russie a réussi avec cette stratégie. Du moins pour infiltrer des soldats en Ukraine, et prétendre à tort que ce territoire est entièrement occupé. L'Ukraine a évidemment tout intérêt à profiter de l'affaiblissement de l'armée russe, dû à la coupure de Starlink, pour régler le problème des infiltrés. C'est précisément ce qu'elle fait. Cependant, atteindre cet objectif prépare autre chose qu'une nouvelle avancée sur le territoire occupé. Comme le rapporte Axe, les troupes russes, dirigées par la 127e division russe de fusiliers motorisés, progressaient lentement mais sûrement sur l'axe Dnipropetrovsk-Zaporijia, avant que l'arrivée des vents ne les ralentisse. Lors de cette avancée, la Russie a capturé Ouliapola, nœud logistique ukrainien, après avoir forcé les Ukrainiens à se replier fin décembre. La Russie occupant désormais des positions qui s'étendent sur environ 30 km, soit 18,6 miles du nord de Ouliapola, jusqu'à la ville de Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Ces forces utilisent des tactiques d'infiltration. Une zone grise, un no man's land, s'étend parallèlement à la rivière Hitchur dans le sud-est de l'Ukraine, où la Russie plaçait des infiltrés comme mentionné précédemment. Transportant peu de provisions et avançant vite pour éviter les drones ukrainiens, ces infiltrés utilisaient un terminal Starlink pour naviguer dans la zone grise et étirer les défenses ukrainiennes. Désormais, Starlink a disparu pour ces infiltrés. Ils sont coincés dans la zone grise et tombent, soldat après soldat, face aux forces d'assaut ukrainiennes. Au prix d'au moins un char, Abrams M1A1, donné par l'Australie, et d'un véhicule blindé de transport de troupes PBV 302 d'origine suédoise, les troupes d'assaut ont rapidement expulsé les infiltrés russes de 5 localités, y compris quelques-unes de l'autre côté du Hitchur, souligne Axe. En d'autres termes, les zones grises ne sont plus grises, elles appartiennent à l'Ukraine. Et c'est ce qui va mener à la nouvelle stratégie qui va user les 715 000 soldats que la Russie a actuellement en Ukraine. Nous allons maintenant voir en quoi consiste cette nouvelle stratégie. Avant d'aller plus loin, voici The Military Show. Nous offrons une vision complète, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour rester en avance. Quelle est cette nouvelle stratégie ? Stabiliser le sud-est de l'Ukraine, plutôt que d'essayer de faire de nouveaux gains. L'un des plus grands problèmes de l'Ukraine dans les territoires du sud-est, c'est que les fortifications y étaient relativement faibles lorsque la Russie a envahi, et elles ne se sont pas beaucoup améliorées depuis. En mai 2024, nous avons vu l'impact de ces fortifications faibles après la chute d'Avdivka, qui a touché la région de Pokrovsk. Comme l'a rapporté l'AP News à l'époque, les soldats ukrainiens se sont plaints du manque de lignes défensives à l'arrière de cette ville, ce qui est probablement une des principales raisons pour lesquelles la prise d'Avdivka par la Russie lui a permis de passer si rapidement à ses assauts sur la ville de Pokrovsk. Batiar, qui est un commandant d'unité et qui s'est exprimé auprès de l'AP News, a résumé le problème de façon succincte. Il faut accélérer la construction des fortifications pour pouvoir se replier vers une position préparée, a déclaré Batiar, ajoutant que ces fortifications restent insuffisantes. La situation était si grave que Taras Kuzio, professeur à l'Université nationale de Kiev, écrivit en avril 2025 un article pour le New Voice of Ukraine, interrogeant sur la responsabilité de la perte du sud-est de l'Ukraine. Kuzio a en partie imputé la chute du sud-est de l'Ukraine à l'Ukraine, écrivant
Zelensky est responsable d'avoir ignoré l'infiltration d'agents russes au SBU en nommant Ivan Bakhanov, sans expérience en renseignement, à sa tête. Et pour sa naïveté envers Vladimir Poutine et l'impérialisme russe, surtout en 2019. Zelensky n'a pas préparé de défense adéquate sur la ligne Kherson-Crimée, échouant, par exemple, à ordonner l'installation de champs de mines, affirme Kouzio. En d'autres termes, l'Ukraine n'avait pas fait assez pour se préparer à ce que Poutine avait essentiellement annoncé au pays après l'annexion de la Crimée et de certaines parties de la région du Donbass en 2014. Malheureusement, l'Ukraine a payé le prix de la perte de vastes territoires dans le sud et le sud-est. Cela nous ramène justement au véritable objectif derrière les contre-offensives que nous voyons actuellement l'Ukraine mener contre la Russie dans le sud-est. Ces offensives ne visent pas à reprendre de vastes territoires. Franchement, l'Ukraine n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour inverser les gains considérables réalisés par les forces de Poutine lors des premières étapes de l'invasion. Ce que l'Ukraine a, c'est suffisamment de soldats pour repousser les infiltrés russes hors des zones grises à Zaporijia et Dnipropetrovsk. C'est précisément ce que fait l'Ukraine. Et elle le fait afin de transformer ces zones grises en territoires ukrainiens fortifiés, à travers lesquels la Russie devra envoyer un nombre incalculable de soldats si elle veut avoir une chance d'avancer à nouveau. C'est brillant de la part de l'Ukraine. Sa stratégie vise à épuiser l'ennemi par la défense plutôt que de risquer ses soldats dans des avancées massives. L'analyste militaire Clément Mollan a décrit ses observations dans le sud-est de l'Ukraine lors d'une exposition. Certains évoquent Ouspanivka comme objectif, ce qui est possible, la zone étant très difficile pour la Russie à manœuvrer. Nous avons vu les cartes d'impact. Mais je ne pense pas que cela arrivera, a déclaré Milan. La priorité est de sécuriser l'accès à la rivière Yishur vers Bokrovsk, ce qui donnera plus de temps pour renforcer les fortifications dans la région. C'est la stratégie ultime de l'Ukraine. Pour renforcer ses défenses vacillantes au sud-est, l'objectif est de transformer les anciennes zones grises, accessibles à la Russie via Starlink, en zones de destruction éliminant les soldats russes tentant de s'y infiltrer, ou de les traverser. Ce n'est peut-être pas ce à quoi on s'attend après avoir vu ce que l'Ukraine faisait, mais cette stratégie causera la mort d'un très grand nombre de soldats russes. Et voici pourquoi. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, le Kremlin se prépare à une nouvelle offensive estivale, qui ressemblera à celle que nous avons vue en 2025. Cette offensive n'a pas réussi à prendre Bokrovsk, qui est l'objectif stratégique principal, donc on peut supposer que cette nouvelle offensive impliquera que la Russie tente d'occuper cette ville avant de mener une avancée plus profonde dans la région de Donetsk. Cela montre que Poutine ne veut pas arrêter la guerre qu'il a lancée, malgré ses déclarations. Cette nouvelle offensive d'été ciblera Sloviansk, Kramatorsk et Ourikiv-Zaporijia, vers les zones grises reprises par l'Ukraine et qu'elle tente de fortifier. Selon Milan, un problème émerge déjà avec cette stratégie. Comme l'explique l'ISW, le commandement militaire russe prévoirait de déployer ses réserves stratégiques, probablement limitées, lors d'une offensive prévue pour l'été 2026 dans le sud et ou l'est de l'Ukraine. Le point clé est limité. La Russie prévoit une nouvelle offensive alors que ses réserves sont presque épuisées. La Russie enverra probablement en Ukraine, lors de cette offensive, ses soldats les moins qualifiés, ceux du fond du panier. Selon United 44 Média le 10 février, le soldat russe moyen n'a plus que 10 jours d'entraînement, avant d'être envoyé en première ligne comme chair à canon dans la guerre de Poutine. En résumé, la Russie n'a plus de soldats compétents, et envoie surtout de la chair à canon, largement décimée face aux défenses ukrainiennes à Bakrovsk. C'est là qu'intervient la nouvelle stratégie de fortification de l'Ukraine. L'Ukraine pourrait attaquer ses forces faibles et progresser, mais il y a tout de même 715 000 Russes en Ukraine actuellement. Même avec ses soldats aguerris, l'Ukraine souffre d'un désavantage numérique qui causerait de lourdes pertes des deux côtés en cas de contre-offensive majeure. L'Ukraine souhaite que les pertes ne touchent qu'un camp. Construire de nouvelles fortifications après la libération de zones clés dans le sud-est est la solution. L'Ukraine préparait déjà ce que nous voyons aujourd'hui. Selon le Defense Post, dans un article du 29 janvier, l'association ukrainienne des développeurs a déjà construit environ 2 km, soit environ 1,2 miles d'infrastructures défensives le long du front et reliant 12 positions souterraines par des routes de communication, le tout dans le but de renforcer la défense de l'Ukraine. On ignore si une structure similaire sera construite dans les zones grises contrôlées par l'Ukraine, mais il est presque certain que des tranchées, des dents de dragon, des mines, des barbelés et des drones FPV transformeront la région en zone de mort. Ce sont des fortifications renforcées, comme il n'en existait pas auparavant. L'année 2025 a appris à l'Ukraine qu'elle pouvait infliger d'énormes pertes à la Russie en utilisant ce type de défense.
L'Atlantic Council le souligne, en déclarant qu'il y a eu un changement assez important dans l'approche défensive de l'Ukraine, que nous avons commencé à observer en 2025. L'Ukraine érige de petites fortifications pour diriger les soldats russes vers des zones de tir ciblées, où ils sont attaqués par drones et artillerie. En créant des points d'étranglement, l'Ukraine cherche à maximiser les pertes russes et profiter de ses avantages défensifs dans une guerre d'usure. Il est probable que l'Ukraine veuille instaurer cela dans les régions de Zaporijia et Dnipropetrovsk, convaincue de l'efficacité de cette méthode. 2025 a été une année terrible pour les soldats russes. La stratégie de Poutine, la majeure partie de l'année, était d'envoyer des soldats contre les défenses ukrainiennes en espérant leur effondrement. Nous avons vu à Boukrovsk que la Russie a plus de 6 mois de retard sur les objectifs de Poutine pour prendre cette ville. À la fin de l'année, la Russie avait subi environ 415 000 pertes sur le champ de bataille, selon The National Interest. Tout cela en échange d'une infime portion du territoire ukrainien. Voici l'effet des fortifications ukrainiennes. Le début de l'année 2026 n'a pas été meilleur pour la Russie. Selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Siersky, la Russie a perdu 31 700 soldats en janvier, soit environ 9 000 de plus que ce que le pays a pu recruter. L'Ukraine s'est également fixé pour objectif d'augmenter ces chiffres, à 50 000 par mois, ce qui entraînera l'épuisement des 715 000 soldats que la Russie possède en Ukraine. Actuellement à Zaporijia et Dnipropetrovsk, l'Ukraine mise sur une stratégie qu'elle sait efficace. La Russie n'a pas de plan B, elle a à peine un plan A. Pour l'Ukraine, c'est simple, si elle le construit, les Russes viendront. Ce sont des fortifications mortelles, et les Russes qui y arrivent ne reverront jamais la lumière du jour. Certains, comme Seth G. Jones, président du département défense et sécurité à la chaire Harold Brown du CS6, affirment que la Russie tente depuis longtemps de cacher le véritable nombre de ses pertes. Dans un autre rapport, le CSIS a indiqué que le nombre de victimes de la guerre en Ukraine pourrait atteindre 2 millions en comptant les deux camps. La Russie paiera le plus lourd tribut de ses pertes, car elle attaque. L'Ukraine, en se défendant avec sa nouvelle stratégie, rend sa défense plus efficace que jamais. La seule tactique qui reste à Poutine est d'envoyer de la chair à canon en Ukraine. À Zaporijia et Dnipropetrovsk, cette chair à canon va se heurter à des fortifications renforcées qui les détruiront. Et avec Starlink toujours hors service, et aucun remplaçant adéquat en vue, il y a de fortes chances que nous voyions l'Ukraine réaliser de nouvelles avancées dans les semaines à venir, tout cela au service de sa nouvelle stratégie de fortification. 2026 ne sera pas l'année de la victoire de la Russie, ce sera l'année où 715 000 soldats russes paieront pour les échecs de Poutine. Une autre chose que nous constatons en Ukraine, c'est un changement d'état d'esprit au sein de l'armée du pays. Alors qu'autrefois l'Ukraine était uniquement concentrée sur sa survie, elle est maintenant prête à prendre l'initiative contre la Russie. C'est risqué pour les forces affaiblies de Poutine, et vous comprendrez pourquoi en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre les stratégies de l'Ukraine. Merci de nous avoir regardés.